Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc, il est effectivement 15h30. Nous allons commencer ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec le Premier ministre qui vient de prendre la parole, mais on va essayer, nous aussi, de donner notre vision et notre plan de déconfinement, tout particulièrement un zoom sur les aspects sanitaires. Alors, quelques mots. Urgencejuridique.com, c'est un site du cabinet FP Avocat dont je suis le fondateur, un site complètement dédié aux restaurateurs et à la crise du Covid-19. On va essayer, à travers le webinaire d'aujourd'hui et puis les suivants, de voir dans quelle mesure, effectivement, vous, restaurateurs, et puis, disons, tout l'écosystème de la restauration, quels sont les outils que l'on peut mettre en place pour relever le challenge. On sait que le défi est immense, mais on va essayer tous ensemble de voir quelles sont les voies, les moyens, les outils les plus appropriés pour être prêts, effectivement, sachant que, comme on a pu le constater lorsqu'on se promène aujourd'hui dans les rues de Paris, de plus en plus de très nombreux établissements ont décidé de réouvrir en mode vente à emporter et livraison. Donc, la problématique d'aujourd'hui, celle que nous avons choisie, c'est celle du parcours sanitaire. L'idée du parcours sanitaire est en fait très simple. On considère que nous avons effectivement, il va y avoir une date officielle qui va permettre aux établissements de restauration de rouvrir, de reprendre leur exploitation. Pour autant, effectivement, ça sera le défi sera considérable parce que, évidemment, dans la tête des clients, il va y avoir cette question, comment puis-je être certain que l'établissement, eh bien, où les produits de cet établissement ne sont pas contaminés, et effectivement va peser en tout cas dans une première séquence, il y a une méfiance qui va s'installer. Et nous, on va essayer de voir cet après-midi dans quelle mesure on peut effectivement transformer cette méfiance en confiance, passer de cet état de méfiance à cet état de confiance. Et effectivement, pour relever le défi, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que les restaurateurs et tous les acteurs de la restauration fassent preuve de transparence, même d'une obligation de transparence renforcée, comme disent les juristes. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé, ou nous avons convié avec nous pour ce webinaire 3 experts, 3 personnes qui effectivement sont en mesure à la fois de présenter des solutions, mais plus que ça, de présenter des outils, parce que l'objet de ce webinaire, ce n'est pas uniquement d'avoir une réflexion. La réflexion, on l'a eue toutes les semaines précédentes. Aujourd'hui, il faut enclencher le mode action et on va essayer de voir de manière très concrète, effectivement, ce que l'on peut, quelles sont les procédures à mettre en place, les outils à votre disposition. Alors, 3 experts. Alors, tout d'abord, Patrick Dieu, Mérieux NutriScience. Patrick, vous m'entendez? Alors, je ne sais pas s'il m'entend. Alors, je rappelle que Mérieux NutriScience est une entreprise de taille mondiale qui offre des solutions aux industries de l'alimentation et de la nutrition sur un très large éventail de tests et de services. Et effectivement, ça va être intéressant de voir avec Patrick quelles sont les solutions qui sont plutôt grand compte. À côté de Patrick, Adrien Gaïnet, société Sofadrien, que tout le monde connaît, un habitué des webinaires. Adrien, vous m'entendez? Bonjour Franck. Ah bah voilà, super. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. Alors Adrien, Sofadrien, donc effectivement cabinet de conseil qui assiste les restaurateurs
tout au long de l'année et tout au long effectivement, au quotidien, qui les assistent effectivement dans une approche qui est assez particulière parce qu'effectivement, les restaurateurs, ils ont une photo annuelle qui est celle de leur bilan, mais au moment où ils reçoivent leur bilan, la photo est déjà un petit peu dépassée et un petit peu l'approche d'Adrien, c'est effectivement de mettre en place des outils qui sont plutôt des outils analytiques et qui permettent effectivement à l'exploitant, au restaurateur, d'avoir une meilleure vision en temps réel de son exploitation et des mesures d'ajustement qu'il convient d'apporter à l'exploitation pour rendre cette exploitation encore plus performante. Vous assistez notamment sur toutes les problématiques d'hygiène, toutes les problématiques de performance et on va voir ensemble effectivement quels sont déjà les premiers retours que vous avez de vos clients. Enfin, on terminera avec Jonathan Selam, TrackFood. TrackFood, c'est l'application effectivement qui simplifie l'ensemble de vos démarches HACCP et on verra effectivement avec Jonathan. Vous m'entendez, Jonathan? Alors, je pense que ça va pas tarder, mais on verra effectivement ce qu'a mis en place TrackFood pour effectivement aider les restaurateurs à reprendre, déjà à se préparer à ce retour à l'exploitation avec effectivement les obligations sanitaires qui vont peser sur tous les restaurateurs. Alors, ce webinaire est organisé en collaboration avec la frégate Sophie Schumacher et on la remercie pour tout ce que fait la frégate depuis le début de la crise. Voilà, on est très heureux d'organiser ce webinaire avec la frégate. Ah ben voilà, je vois un petit message de Sophie. Adrien, peut-être qu'on commence avec vous. Vous nous avez effectivement préparé quelques slides que nous allons lancer à l'instant. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit retour que vous avez auprès des clients sur vos clients et comment ils se préparent effectivement à ce retour à l'exploitation, même si c'est un retour qui est limité pour l'instant à la vente à emporter et à la livraison. Complètement. Et si je peux me permettre, Franck, même en prérequis, j'aurais envie de dire à tout le monde que le but, c'est que ce soit le plus participatif possible aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions dans le chat ou sur l'onglet questions, qu'on puisse répondre vraiment à des cas concrets et apporter un maximum de précision qui correspondent à vos problématiques exactes. Parce que moi, je vais vous faire des retours d'expérience de ce que je vois sur le terrain, sur les restaurants qu'on a pu aider à rouvrir. Mais vous êtes peut-être dans des cas particuliers qui sont un peu différents. Donc, n'hésitez pas à ramener ça à votre cas et à vos propres problématiques pour qu'on soit le plus pertinent possible aujourd'hui. Dans l'idée, pour tout vous dire, nous, sur le cabinet Soph-Adrien, on est énormément en ce moment sur la réouverture des établissements. En effet, on a beaucoup de personnes qui nous appellent sur savoir comment amener cette réouverture, et notamment d'un point de vue sanitaire, où se pose la question de comment réorganiser l'établissement et comment même se réapproprier l'espace, qui est quasiment une inconnue aujourd'hui. Et on redécouvre un peu les restaurants dans ce moment. Les retours terrain que j'ai beaucoup en ce moment, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut en amont préparer le parcours sanitaire. Alors, je lis dans les commentaires qu'on m'entend pas très bien au niveau du son. Est-ce qu'on peut me dire si en rapprochant le micro, c'est un peu mieux? Ou sinon, je vais changer d'écouteur ou même ça m'a l'air mieux à ce qu'on me dit. D'accord, merci Sophie. Donc, ce que je disais, parfait. Ce que je disais simplement, c'est voilà, les premiers retours terrain qu'on a des restaurants qu'on a aidés, c'est la difficulté à savoir par où commencer pour mettre en place un parcours sanitaire fonctionnel et pour déjà rassurer le gérant, rassurer les équipes qui vont avec et derrière, du coup, rassurer la clientèle. Il y a une vraie problématique là-dessus sur la difficulté de savoir par quel bout prendre l'ensemble de cela.
Ce qui est certain et ce qu'ils ont tous bien compris dans ceux qui ont rouvert, c'est qu'il y avait une nécessité de préparer ce parcours, le préparer d'un point de vue très organisationnel, parce que c'est une nouvelle organisation pour le restaurant, d'un point de vue aussi responsabilité, et là je pense que Franck pourra nous faire quelques apartés là-dessus, et je pense qu'il est très, très demandé à ce sujet, parce qu'il y a une vraie notion de responsabilité qui vient de la part du restaurateur, qui avait été un peu laissé de côté en termes de sécurité, en termes d'hygiène, mais qui revient au cœur des problématiques, mais aussi une problématique d'acteurs à associer à ce parcours. Des remontées qu'on a du terrain, les difficultés peuvent être aussi au niveau des fournisseurs du matériel, au niveau des fournisseurs hygiénistes ou des produits ménagers. Il y a une remise en question de la possibilité, encore aujourd'hui, à mettre les choses au point. Donc, peu à peu, le tir, et on sait que ça va être de plus en plus simple à obtenir ces liens-là, mais ça reste tout de même une vraie problématique de livraison des produits, de livraison du matériel nécessaire à la mise en place de ce parcours. Dernière chose aussi qui pose problème au niveau des retours terrain qu'on a, c'est qu'il était un peu laissé de côté la compétence des salariés sur la partie hygiène et sécurité. On partait du principe qu'ils avaient cette compétence apprise dans leur formation de cuisinier, par exemple, ou qu'ils l'avaient acquis sur le terrain. Or là, on sait qu'on va parler de nouveautés et de protocoles additionnels sur lesquels il n'y a pas de prérequis d'information ni d'apprentissage. Dès lors, c'est beaucoup plus difficile pour eux de savoir comment former et comment apporter de la compétence qui est nouvelle et qui n'est même pas vraiment structurée pour eux dans les méthodes à appliquer. Donc, il y a une vraie notion d'apprentissage et de remise en cause de l'apprentissage des méthodes à ce niveau-là aussi, sur les retours qu'on peut avoir. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui et qu'on va essayer d'évoquer sur une manière structurée et organisée de le faire. Je ne sais pas si Franck Ouais, à l'écran les différents ouais, points. je peux lancer les slides. Ouais. De toute manière, je peux continuer à entendre parce que ça ne fait qu'appuyer le propos de ce que je voulais vous dire, mais on avait quelques petits retours de restaurateurs indépendants qui nous parlaient, entre autres, de deux difficultés qu'ils avaient eues sur leur réouverture, qui pouvaient être la réception de masques, qui était encore très complexe, et là je vous parle de choses qui datent de jeudi dernier, avec, attention, des délais qui sont parfois annoncés par les fournisseurs qui ne sont pas forcément respectés, parce que ça va un petit peu au plus offrant. Donc là, on avait un cas, par exemple, de quelqu'un à qui on annonçait 48 heures de livraison et au final, on était à 12 jours sur la réalité. Là, encore hier, je discutais avec une restauratrice qui pensait rouvrir là pour le 30 avril. Ça ne sera pas possible pour des raisons techniques aussi. Donc ça, il faut vraiment imaginer ces notions techniques et les différents acteurs qu'on doit évoquer dans ce parcours, tout ce qui va être externe, bien en amont. Et c'est bien la première chose à préparer. Le premier préalable serait de maîtriser ces acteurs-là. Une fois que ça s'est fait, ça va être de l'organisation interne. Et là, il faut définir justement quelles problématiques je dois régler avant même d'envisager une réouverture ou d'envisager un parcours sanitaire avec mes salariés. Et je te laisserai, Franck, passer à la slide suivante. Oui. On va identifier 4 grandes problématiques qui vont se présenter dans dans le quotidien, en tout cas, de l'établissement et sur lesquelles il faut avoir des réponses à apporter. La première grande problématique qui se pose, c'est la notion de l'entrée et du sortie des salariés. C'est un moment très sensible puisque les salariés vont arriver en tenue civile. Il y a la notion des transports en commun en plus qui va poser une problématique supplémentaire et une source d'angoisse supplémentaire. Donc, il faut bien gérer cette notion de sas d'entrée dans l'établissement qui va être un peu particulière et un peu différente de ce qui pouvait exister. Très clairement, on va rester sur des notions de marche en avant de l'humain aussi dans l'établissement, et ça, je pense que vous êtes assez familier avec ça, mais il va falloir le sensibiliser et l'amener de manière un peu plus rigoureuse. Et je pense en particulier aux indépendants et aux petits indépendants qui ont des formats où des fois ils ont dû mettre en place des marches en avant dans le temps. Là, il va falloir quand même réussir à trouver une marche en avant dans l'espace et un moyen de faire un circuit dans l'espace pour qu'il n'y ait pas de contamination possible et pour que cette notion d'entrée et de sortie des salariés ne pose pas de problème. Ça demande d'apporter une réponse sur la tenue, d'être certain qu'on est au clair avec ses salariés sur la tenue qui est requise pour venir travailler, pour entrer dans les zones de production. Ça pose aussi du coup la notion de définition de limite des zones de production, à quel endroit on peut se permettre d'entrer avec une tenue de cuisine et à quel endroit on ne peut pas se permettre d'entrer avec une tenue civile. Ça pose aussi la question du vestiaire. Et ça aussi, sur les petits établissements, c'est souvent problématique, puisqu'ils ne sont pas toujours normés de taille suffisante, voire pour certains d'entre vous, ils n'existent pas. Il va falloir faire en sorte qu'il y ait une possibilité, et à vous de réfléchir sur cette question, de distinguer complètement tenue civile et tenue professionnelle. Même principe, revoyez avec vos salariés la notion de lavage des mains. Lavage des mains en prérequis d'entrée,
pour être très régulièrement dans les établissements, je sais que c'est une théorie très bien acceptée par tous, une réalité qui n'est pas forcément autant. Parce que le lavage des mains, c'est à l'entrée au début de la journée, mais c'est aussi à l'entrée à chaque fois qu'on va sortir de la zone de production. Je pense à sortir un sac poubelle, à la fameuse pause cigarette, à des choses très simples, mais sur lesquelles on a peut-être oublié que c'était un prérequis hyper important à ce moment-là. Et enfin, le port du masque qui va se poser comme question sur l'entrée et la sortie des salariés. Deuxième grande notion, ça va être ce qui va de pair, mais qui du coup là, parle du moment même de la production, ça va être le protocole d'hygiène personnelle, qui est un sujet qui est un peu laissé de côté souvent dans les protocoles d'hygiène qui sont mis en place, parce qu'on part du principe, encore une fois, que c'est un prérequis du salarié, mais ça ne l'est pas forcément. Donc revoir la notion de lavage des mains, reformer ses salariés au lavage des mains, ce qui paraît quelque chose de pourtant évident, mais être certain et s'en assurer, et voir si on a bien aussi le matériel nécessaire pour. Est-ce que mon évier lavage automatique des mains fonctionne sans que j'ai à l'actionner manuellement? Est-ce que mon distributeur à savon est bien positionné? Pensez aussi en termes de stratégie d'espace. Est-ce que je ne dois pas faire une dizaine de pas pour pouvoir m'essuyer mes mains après me les avoir lavées? Donc forcément, plus j'ai de difficultés, plus j'ai de barrage à une action facile, et plus je vais avoir des manquements par rapport à la théorie. Donc plus vous simplifiez la vie et ces actions qui doivent être évidentes, plus elles seront bien mises en place. On va poser aussi la question sur l'hygiène personnelle de la trousse à pharmacie. N'oubliez pas qu'au-delà de la contamination, il y a aussi cette notion de pouvoir réagir en cas d'urgence sur des moments un peu particuliers. Donc celle-ci aussi doit être bien maîtrisée, et reprenez la liste et refaites un check assez régulier de celle-ci. On va parler aussi du contact entre les différents membres du personnel. Comment est-ce qu'on peut limiter au maximum? Réfléchissez, vu qu'on est dans un moment de questionnement à ce moment-là, à s'il n'y a pas une production à revoir ou des postes de travail à revoir dans leur organisation pour éviter les croisements, pour éviter que différentes personnes travaillent sur le même poste. Il y a un aménagement qui est toujours possible, même dans des petits espaces, pour qu'un cuisinier qui soit entré dans la cuisine et qui soit en fonction, et même chose même pour un salarié qui serait en dispatch de sacs de livraison, soit sur une zone de travail fixe, normée, délimitée, et qu'il n'ait pas à en sortir quasiment pendant l'ensemble de son travail. Dernière chose sur laquelle je peux vous faire une remontée de terrain, parce que c'est on va dire des loupés que j'ai pu voir chez quelques restaurateurs qui ont ouvert. Attention à la notion de gants. Je sais qu'on parle énormément des gants en ce moment dans les médias, même pour l'usage personnel et l'usage privé. N'oubliez pas que le gant ne remplace en rien un lavage des mains, il ne fait que le substituer. Donc porter des gants, si c'est pour les porter toute la journée et ne pas les changer, je préfère de loin voir un salarié travailler sans gants et avec un lavage des mains qui est organisé, normé, timé et Régulier. dans le temps exactement. Donc, ça n'est pas forcément la solution miracle. Et s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là sur l'hygiène personnelle. Ça n'est pas une réponse en elle-même, le gant. C'est son usage qui doit lui aussi être organisé et questionné à ce moment-là. Troisième protocole sur lequel vous devez vous poser des questions, le protocole de service. Donc là, ça va être la relation avec l'extérieur de votre établissement. Si c'est sur de la livraison, faites attention à la livraison sans contact et à la notion d'un comptoir barrière, ou en tout cas d'une zone barrière, pour bien délimiter la zone de travail de chacun, du personnel interne et des tiers externes qui vont intervenir dans le processus de livraison. Là-dessus, deux choses. Vous définissez bien dans l'espace les zones de manière le plus cadrée possible pour qu'il n'y ait aucun doute et que tout soit plutôt normé. Et deuxième chose, pour tout ce qui va être prestataire de livraison, faites attention parce que c'est un retour terrain que nous avons beaucoup aussi. Ils n'ont pas forcément, de la part des grandes plateformes de livraison, des formations très poussées. Et en tout cas, il n'y a pas de contrôle bien poussé. La seule organisation qui est mise en place pour l'instant par des acteurs type Deliveroo ou Uber Eats, c'est de la sanction et de la répression. Donc, ça va être du signalement de livreurs qui ne correspondent pas aux normes qui ont été mises en place ou aux protocoles qui ont été mis. Et là-dessus, il faut bien se définir et il faut bien se cadrer et réfléchir à quel positionnement je peux avoir, qui dans mon équipe peut être le responsable au quotidien de ce contrôle du travail fait par les établissements de livraison. Et il faut l'organiser aussi. Même chose au niveau de la manipulation des emballages qui rentre dans le protocole de service et qui est au centre de beaucoup de questionnements, tant de la part des salariés, mais aussi de la part des clients. On l'a vu de manière régulière pendant le confinement avec la notion des courses, avec la notion même des plateformes qui restaient en activité. L'idée et votre problématique centrale que vous devez cadrer en amont, c'est sa manipulation, l'éviter au maximum ou la limiter au maximum. Que l'emballage soit stocké à un endroit cohérent et intelligent dans cette stratégie. Que la personne qui s'occupe de faire les sacs, d'emballer, soit unique et qu'on n'ait pas une multiplicité avec l'un qui va m'emballer les entrées, le second les desserts et le troisième qui va me faire le sac complet. Ça n'est pas une logique pertinente en termes de protocole sanitaire. Mieux vaut recadrer aussi les fiches de poste et l'organisation des postes dans ce sens-là.
Et donc ensuite, dernier point, l'attitude attendue des livreurs, il y a cette attitude programmée et organisée par les plateformes ou si vous êtes en direct avec des livreurs en direct par eux-mêmes, mais vous devez vous aussi avoir votre propre cahier des charges de ce que vous attendez d'eux. Vous êtes vous aussi leurs clients et en ce sens-là, vous devez avoir vos prérequis et les actions correctives que vous êtes prêts à mener dès qu'il y a dérapage par rapport à ce prérequis. Dernier point qui est un peu oublié dans les protocoles sanitaires que j'ai pu voir dans les réouvertures, c'est la notion de denrée, parce qu'on parle beaucoup de l'humain dans cette crise, mais il ne faut pas oublier que la denrée reste très importante, surtout sur les denrées qui sont brutes et qui arrivent avec peu de traitement. Je pense en particulier aux légumes et aux fruits, tout ce qui va être catégorie 1 et tout ce qui va être complètement brut. Là-dessus, n'oubliez pas, et c'est souvent quelque chose qui est un peu mis de côté dans la cuisine, la notion de lavage des légumes, la notion de lavage des produits quand elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'on est sur un produit brut. Je vous rappelle à tous, mais vous le savez bien évidemment, que l'eau ne lave pas et qu'il va falloir passer par un bain, soit de vinaigre blanc, soit de produits microchlorés, en tout cas une solution qui va rentrer dans votre PMS et dans votre organisation quotidienne au niveau de ces produits. Dernière chose au niveau des denrées, c'est tout ce qui va être en contact avec elles. Là-dessus, il faut voir 3 points particuliers. La notion de découpe qui doit être la plus contrôlée. Donc, vous devez avoir une méthode de désinfection de vos ustensiles de découpe. Alors, très classiquement, on va penser au couteau, mais n'oubliez pas non plus tout ce qui va être objet annexe, type une mandoline, type un tranchoir à jambon, type aussi une planche à découper qui rentre dans ces notions de découpe. Et tous ces protocoles et tous ces ustensiles doivent être identifiés et maîtrisés de manière très, très, très pointue. Là-dessus, soit vous passez par un bain d'aseptisation, donc on va être sur un protocole classique d'aseptisation avec lavage, trempage en aseptisation, puis rinçage, soit pour ceux qui veulent se prémunir un peu plus, on va avoir des formats un peu plus de type lampe UV qui vont aussi avoir un côté désinfectant. Là-dessus, on va avoir les classiques armoires à couteau, vous connaissez, mais de plus en plus, je vois sur le marché arriver des lampes UV manuelles qui peuvent servir justement à la désinfection des éléments de découpe. Pensez aussi à la récurrence dans ces questions de désinfection. Il faut que vous ayez identifié la récurrence, mais aussi la facilité d'emploi. Je vais prendre un exemple très concret. On a rouvert un restaurant il y a 15 jours de cela avec l'hygiéniste qui était présent et qui nous fournissait les produits de désinfection comme il fallait, sauf que dans le format qu'avait le produit, il était très difficile à utiliser sur chaque poste de travail. On était sur des bidons de 5 litres, difficile à dispatcher, difficile à diluer. Donc, prévoyez aussi, vous, l'organisation opérationnelle au niveau de chaque zone. Est-ce que ça va être une lavette imbibée de produits aseptisants? Est-ce que ça va être un bain, une solution? Mais ayez la réponse à cela dans votre protocole. Dernière chose après, ça va être sur les surfaces, même principe. Ayez le protocole de désinfection, choisissez-le et identifiez-le dans la récurrence et dans la facilité d'emploi. Et enfin, le rangement des denrées. Faites en sorte qu'il y ait bien une distinction entre les différentes denrées. Le chemin, on reparle encore une fois de la marche en avant, qu'elle soit le plus respectée possible dans l'espace, même si je sais que ce n'est pas forcément simple pour les petits indépendants. Mais là, il faut de plus en plus penser en termes d'espace et non en termes de temps, comme on l'a fait pendant très longtemps, parce que dans le terme de temps, il faudrait une phase de désinfection globale des locaux entre chaque moment. Donc là, plus on peut revenir sur de l'espace, quitte à ce qu'il soit un peu fictif, mais qu'on l'ait bien identifié, plus on sera rassurant sur notre protocole. Et c'est vers ce genre de réponse qu'on doit tendre. Quoi qu'il en soit, là, vous avez, on va dire, le panel des grandes questions que vous devez vous poser pour envisager votre ouverture. Une fois que vous les avez identifiées, je te laisserai, Franck, passer Ouais. à la slide suivante. Créez-vous votre rétro-planning justement de comment y répondre. Face à cela, il y a plusieurs moments à poser. Première étape, ça y est, j'ai identifié les différentes réponses sur chacun de mes sujets. Je sais quelle est la méthode à appliquer dans mon parcours sanitaire pour chacune des problématiques. Deuxième étape, je crée les supports d'information et les supports de formation qui vont permettre d'évoquer à vos équipes l'ensemble de ces protocoles. On y revient à la question préliminaire qu'on posait, qui était l'importance de la compétence qui posait problème et l'importance de la transmission d'informations qui était un peu laissée de côté sur ces questions. Troisième étape, je forme et j'accorde un vrai moment à la formation en amont de la réouverture. Je prends le temps de répondre aux questions des salariés, déjà ça va les rassurer, et je prends le temps de vérifier que l'information a bien été transmise. On doit vraiment être dans une notion de formation très, très construite à ce moment-là. Quatrième étape, si besoin, je communique à l'entourage direct ces différents protocoles. Alors, ça peut être aussi un moment de communiquer avec ses clients sur ce qu'on a mis en place sur la réouverture, ne pas trop en faire non plus, rester sur des choses compréhensibles et ne pas rentrer dans du trop technique, tel que je viens de le faire là, par exemple. Soyez sur des choses clés et des notions très importantes. Communiquer aussi ces protocoles, par exemple, aux agents externes, type les livreurs avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Et dernière étape, oui. Excuse-moi rapidement de couper.
si tu peux parler un petit peu plus fort pour certaines personnes qui le demandent. Et Franck, si tu peux vérifier pour Patrick. Pour vérifier. Non, tu as très bien fait. Ce que je disais donc, dernière étape surtout, et c'est celle-là sur laquelle il y a le plus de manquements aujourd'hui, c'est sur la notion de vérification du protocole. Ce n'est pas parce qu'il est lancé et que ça y est, on a lancé la réouverture que ce protocole doit s'arrêter dans son élaboration de ce qui doit être fait. Je dois bien sûr vérifier qu'il est bien appliqué, auditer mes salariés sur son application en interne. Donc ça veut dire en amont préparer une grille d'évaluation de l'ensemble des réponses qui seront apportées aux questions sanitaires. Et ce n'est qu'en ce sens que je pourrai avoir la certitude que je suis opérationnel et que je maîtrise les différentes problématiques. Je vais aussi amener dans l'esprit de mes salariés la notion d'importance et de priorisation sur ces questions. Et enfin, je vais aussi pouvoir rassurer l'ensemble des équipes autour, c'est-à-dire les tiers que j'évoquais, la clientèle, dans ce parcours. Pour finir, tout simplement, pensez aussi que quand vous créez votre protocole, ayez une notion de pédagogie. Alors, je sais que ce n'est pas le fort de votre métier et que ce n'est pas votre compétence première, mais pensez à rester simple. Le but n'est pas de recréer un PMS pour vos équipes avec des notions très pointues et très précises. Le but est d'amener quelque chose de facile à comprendre, de facilement identifiable. Si c'est de l'autocontrôle, de facilement complètement rebondir avec Trackfood sur la notion d'autocontrôle facile à comprendre et à maîtriser, mais c'est ça qui est important. Et si Franck, tu peux me passer la slide suivante. Oui, bien sûr. Très simple de réponse qu'on peut apporter sur ce type de problématique. Ce sont des choses très visuelles, très marquées dans l'esprit, où on sait que faire, quand le faire et comment le faire. Et voir les notions des quelques règles prérequis, mais pas plus. Le but n'est pas de surabonder vos salariés en information, mais bien de leur donner juste les éléments qui sont nécessaires pour répondre à la question. Voilà ce qu'il en est en tout cas du parcours sanitaire. D'abord, donc le maîtriser dans ce qu'il évoque pour vous par rapport à vos compétences de formateur, vos compétences d'équipe et les difficultés de votre site, parce que chaque site a une difficulté stratégique du fait de son emplacement, du fait de son organisation interne. Puis répondre aux différentes questions que j'ai pu amener dans des grandes thématiques. Et enfin, mener ce rétro-planning de formation, d'information et de vérification des différents points de réponse que vous auriez pu apporter. Voilà pour présenter rapidement ce que nous, on fait concrètement sur le terrain en ce moment, beaucoup pour les restaurateurs au niveau des sanitaires. Merci Adrien. C'est comme d'habitude extrêmement clair, didactique, extrêmement complet avec une méthodologie qui vraiment ressort du terrain. Donc, pour compléter un petit peu ce que tu disais, Adrien, je rappelle effectivement que nécessairement, dès le 11 mai, il faut s'attendre à des contrôles renforcés dans les établissements. Et bien évidemment, il va falloir que tous, vous restaurateurs, eh bien, vous preniez les devants parce que non seulement il va falloir gagner la confiance, regagner la confiance des clients, et bien évidemment, il va falloir satisfaire à toutes les obligations réglementaires, d'hygiène et de sécurité qui vont peser sur vous et sur lesquelles, effectivement, il faut s'attendre à des contrôles beaucoup plus fréquents. Voilà, donc je précise ce que je disais dans le chat. On va mettre à disposition l'ensemble des slides, ceux de Sofadrien, de Mérieux NutriScience et de Trackfood dès la fin du webinaire. Alors, est-ce que Patrick nous entend? Une petite info oui, en live. bonjour. Je laisse Patrick prendre le relais. On vient d'avoir l'info sur la chaîne concurrente de Monsieur Philippe qu'il y aurait une décision fin mai pour les restaurants de réouverture potentielle pour le 2 juin ou pas. Ah, excellente nouvelle. Bon, on est annonceur de bonnes nouvelles, c'est plutôt bien. Voilà. Exactement. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. On est bon. Ah, super, très bien. Écoutez, désolé, j'avais un petit problème de son. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Patrick Dieu, je suis manager de marché restauration et distribution chez Mérieux NutriScience. Je travaille depuis plusieurs dizaines d'années dans cette entreprise pour accompagner les restaurateurs dans leur démarche de sécurité sanitaire des aliments. Alors, deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Mérieux NutriScience. Nous faisons partie en fait du groupe Institut Mérieux,
famille lyonnaise, famille Mérieux, qui est relativement connue dans le domaine de la santé. Nos cousins, à travers la société Biomérieux, qui est connue, travaillent en ce moment d'arrache-pied à fabriquer des tests sérologiques. Je crois qu'il y a des vrais besoins dans cette période de crise sanitaire et au moment où on va déconfiner à partir du 11 mai, d'avoir des tests pour tout le monde. Donc, nos cousins sont en train de travailler d'arrache-pied à la fabrication de ces fameux tests que l'on attend tous. Donc, l'Institut Mérieux a été créé en 1897 avec une tradition pasteurienne, puisque Marcel Mérieux a travaillé aux côtés de Pasteur, donc une tradition de microbiologiste. Et Mérieux NutriSciences, effectivement, est dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition depuis plus de 45 ans. On accompagne à peu près plus de 40 000 clients sur toute la chaîne alimentaire, que ce soit sur l'amont, sur l'industrie, mais également sur la restauration et la distribution, à travers des prestations d'analyse, de formation, de conseils et d'audit. Voilà, donc une mission de santé publique et dans cette période de crise sanitaire, c'est encore plus prégnant. Alors, l'objectif de ma présentation, en complément de ce qu'a présenté très clairement Adrien, c'est de venir un peu compléter et de vous partager les plans de reprise que l'on a pu monter avec nos clients, et plus particulièrement, là, pour le coup, des clients plutôt chaînés, clients grands comptes. Donc de pouvoir vous partager un petit peu ce fameux parcours sanitaire, dans le cadre du plan de reprise. C'est de pouvoir effectivement nourrir vos questions sur la base, bien évidemment, des connaissances que l'on a, base scientifique que l'on a à aujourd'hui. On connaît encore assez mal ce fameux SARS-CoV-2, comme on l'appelle, le fameux virus responsable de la maladie Covid-19, et donc de pouvoir effectivement vous présenter un petit peu toute la démarche et dispositions qu'un certain nombre de nos clients ont commencé à mettre en place dans le cadre de leur plan de reprise, notamment sur des activités de vente à emporter ou de livraison à domicile. Donc, tu peux passer effectivement à la slide suivante. Voilà. Alors, depuis le mois de février, en 3 mois, on est passé d'un stade 1 du plan de prévention et de gestion des risques à aujourd'hui, on est dans le stade 3. Objectif du stade 3, c'est de limiter les conséquences de la circulation du virus et par le moyen que l'on connaît, qui est le confinement. Et bien évidemment, on est en train de préparer ce fameux stade 4 qui va être effectivement la période de déconfinement, qui, si j'ai bien compris, sont en ce moment en train d'être énoncés par notre Premier ministre. Alors, beaucoup de questions se posent par rapport effectivement à ce fameux stade 4. Si tu peux, Franck, le faire apparaître. C'est effectivement, on regarde des annonces gouvernementales, beaucoup de questions se posent sur dans quelles conditions on va pouvoir reprendre l'activité de la restauration. Est-ce que ça va être partiel? Est-ce que ça va être progressif? Est-ce que ça va être total? Avec quelles contraintes? Et par rapport effectivement à l'évolution de la pandémie, il y aura probablement des mesures qui vont devoir être mises en place et perdurer. Je pense aux mesures barrières et de distanciation, et pour protéger les salariés et pour protéger vos clients, sachant que ces mesures, en dehors de, je mettrai de côté effectivement les mesures Covid, mais les mesures d'hygiène renforcées dont je vais développer plus tard les éléments, bien évidemment s'inscrivent de façon générale dans le cadre d'une réouverture d'un établissement qui peut fermer de façon temporaire. Je pense notamment aux établissements saisonniers qui sont fermés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est évident qu'il faut prévoir dans le plan de maîtrise sanitaire des mesures pour pouvoir réouvrir de façon sécure l'établissement. Je peux changer de slide. Alors, plan de réouverture, pourquoi? En fait, il faut pouvoir viser 3 objectifs. Vous l'avez bien compris. Premier objectif, c'est de protéger les salariés qui vont reprendre le travail dans les établissements de restauration.
Il faut savoir que le personnel va revenir de façon anxieux, va se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce que va faire mon employeur pour préserver ma santé. Et donc, il va falloir effectivement pouvoir répondre et rassurer en priorité les salariés sur cet aspect-là. Le deuxième point, c'est bien évidemment faire de la réassurance auprès de vos clients. Il va falloir retourner les consommateurs dans vos établissements. Et comme le disait Franck en préambule, il va y avoir au départ cette méfiance, cette défiance. Là aussi, les consommateurs vont se poser des questions par rapport à qu'est-ce que va mettre en place le professionnel pour, là aussi, préserver ma santé. Et puis, le troisième point, c'est aussi de ne pas se rajouter à cette crise sanitaire une autre crise qui serait une crise alimentaire. Donc, bien évidemment, mettre en place des mesures pour s'assurer que les produits les repas qui vont être servis aux consommateurs seront de qualité irréprochable. Alors pour cela, il va falloir effectivement renforcer un certain nombre de mesures et de pratiques d'hygiène qui vont tourner autour effectivement des mesures générales de sanitation, tout ce qui va être nettoyage et désinfection des locaux et des équipements, et notamment par rapport à ce fameux virus, mais pas que. Il y a aussi d'autres germes pathogènes sur lesquels il va falloir s'assurer de ne pas les retrouver dans vos établissements, de renforcer les mesures d'hygiène au niveau du personnel et chose nouvelle, effectivement, qu'il va falloir intégrer dans vos futures activités, c'est de mettre en place et de pérenniser des mesures barrières en cette phase de réouverture. Alors, le véritable enjeu par rapport à ce plan de réouverture, c'est de pouvoir justifier d'un plan de prévention qui soit en conformité avec les exigences des autorités. Il ne s'agirait pas effectivement d'ouvrir votre établissement et de se voir infliger une fermeture administrative parce que justement les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes. On a eu un cas que j'ai entendu tout récemment où un établissement de restauration avait rouvert en livraison à domicile et s'est vu refermé immédiatement par les autorités parce qu'il y avait une concentration de livreurs qui ne respectaient pas la distanciation, qui attendaient la commande à l'entrée du restaurant. Donc, il est important effectivement d'intégrer dans ce plan de réouverture ces fameuses mesures Covid-19. Alors, ce plan que je vous partage et qu'on a discuté auprès de nos clients grands comptes, on l'établit en 5 étapes. La première, c'est de pouvoir se préparer à la réouverture, et on le verra dans le détail comment. La deuxième, c'est de nettoyer, puisque vos établissements ont été fermés pendant plusieurs semaines. Et donc, il va falloir effectivement faire un nettoyage, ce qu'on appelle le nettoyage de printemps, ça tombe bien, on est fin avril, donc il va falloir nettoyer vos équipements, vos locaux de fond en comble pour s'assurer qu'effectivement ces surfaces qui sont restées sans fonctionnement pendant plusieurs semaines soient complètement nettoyées, désinfectées au moment de la reprise d'activité. C'est de savoir comment organiser votre production avec ces fameuses dispositions Covid-19, c'est de contrôler ce que l'on a fait, c'est de vérifier effectivement que les mesures ont bien été prises et respectées et qu'il y ait une appropriation de ces mesures par vos collaborateurs. Et puis la partie pilotage, donc, qui va être dans le rôle du manager. Alors, si on prend dans le détail chacune de ces étapes, la première, se préparer. Franck, tu peux changer de… Ouais, excuse-moi. La première étape, c'est effectivement de pouvoir, en cette phase un petit peu de préparation, de former vos équipes. Il est important de rappeler déjà les règles d'hygiène de base, parce que ça passe avant tout par les règles d'hygiène de base. Donc, je le dis et je le rappellerai encore une fois, les mesures concernant l'hygiène du personnel et les procédures de nettoyage et désinfection essentiellement, mais pas que. Mais aussi effectivement d'intégrer dans les nouveaux messages tout ce qui va être mesures barrières et distanciation sociale. Donc plusieurs moyens de pouvoir assurer la formation des équipes pour l'instant qui sont peut-être encore en chômage partiel.
vous avez la possibilité effectivement d'assurer des formations à distance ou des formations par e-learning. Chez Mer Nutrition, nous avons développé des petits modules de 30 minutes justement qui sont focus sur cette problématique. Il faut savoir aussi que pour les entreprises qui sont en chômage partiel, vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de subventions de l'État via le Fonds national de l'emploi, le FNE, de pouvoir effectivement prendre en charge les actions de formation auprès des salariés qui sont au chômage partiel à hauteur de 1 500 € par apprenant, ce qui n'est quand même pas négligeable. Procédure de réouverture, c'est un point aussi important, c'est au-delà de la formation des équipes, c'est aussi de prévoir, je dirais même en amont, des procédures de réouverture avec des procédures d'hygiène renforcées, hygiène du personnel, nettoyage des infections, mesures barrières, qu'il va falloir effectivement intégrer dans votre plan de maîtrise sanitaire. Et d'intégrer effectivement cette gestion de risque à travers ce qu'on appelle les 5 M, milieu, matériel, main-d'œuvre et méthode et matière. Voilà pour ce qui est de la préparation. L'étape 2, qui est l'étape tu peux changer de nettoyage, on l'a dit, c'est un élément clé dans le cadre de la reprise d'activité, de pouvoir effectivement nettoyer de fond en comble vos locaux. Je pense bien évidemment aux surfaces contact alimentaire, mais pas que. C'est aussi les grilles d'évaporateurs dans les chambres froides, les grilles d'aération. On sait que on peut retrouver du virus dans l'air ou dans l'air pulsé, donc faites attention effectivement à ce que vos systèmes d'extraction, de climatisation soient correctement nettoyés. Donc voilà, il faut intégrer, faire une mise à jour de votre plan de nettoyage et intégrer effectivement tous ces aspects des contacts alimentaires, mais pas que, tous les points de contact qu'on a tendance peut-être à oublier au quotidien, les interrupteurs, les poignées de porte, les zones vestiaires, les toilettes, etc. Il est important que ces zones-là soient nettoyées régulièrement dans la journée pour éviter effectivement les cross-contaminations. Un point aussi qu'il est important de veiller lors de la reprise, c'est le contrat anti-nuisible qu'il faut remettre en place parce que l'établissement a été fermé pendant plusieurs semaines et on sait que quand il n'y a pas d'activité, on peut avoir quelques nuisibles qui peuvent venir dans vos établissements. Le process de nettoyage et de désinfection qui tourne autour des 4 paramètres qui sont température, action chimique, temps de contact et action mécanique, bien évidemment, doivent être respectés. Donc, ça doit être bien évidemment appliqué par vos équipes. Surtout la concentration et le temps de contact qui sont critiques pour pouvoir éliminer les micro-organismes pathogènes et les virus. Il faut effectivement bien respecter et les concentrations et le temps d'action. On sait que le virus est éliminé par des désinfectants classiques, que ce soit l'alcool, qu'on va retrouver notamment dans le gel hydroalcoolique, mais aussi dans d'autres solutions alcoolisées. L'eau de Javel, on en a parlé, bien que c'est vrai qu'on a toujours une petite réticence à utiliser l'eau de Javel en restauration. On est plutôt sur des produits professionnels, soit à base d'ammonium quaternaire ou d'autres molécules actives sur les micro-organismes. L'acide pyracétique également et les produits professionnels à base de chlore. Dans cette phase de reprise, il est conseillé de vérifier que dans votre gamme de produits, vous avez bien des produits qui soient normés NF 14476 qui sont à action virucide, notamment sur les zones à risque. Ça permet effectivement de bien s'assurer que vous avez une parfaite désinfection des surfaces. Troisième étape. Franck, si tu peux changer. Allô? Ah, on n'a plus de son. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Désolé. Troisième étape. Alors, c'est l'étape la plus délicate, puisque c'est une étape nouvelle pour tout le monde, et dans tout secteur d'activité d'ailleurs. C'est de pouvoir effectivement mettre en œuvre des mesures qui permettent de respecter et le respect des circuits.
Donc, c'est une étape clé par rapport aux mesures Covid, dans le sens où, effectivement, il va falloir respecter cette fameuse distanciation d'1 mètre entre les salariés et le livreur, entre les salariés et le consommateur demain, quand les consommateurs vont revenir dans vos établissements. Donc, c'est une étape clé. Il va falloir faire une vraie évaluation sur vos établissements en fonction de la configuration de vos établissements, en fonction de vos équipes, pour pouvoir organiser ces séparations physiques. Voilà, donc il n'y a pas de méthode miracle. Il va falloir effectivement que vous vous interrogiez sur votre organisation future, sur l'arrivée décalée de vos équipes, pour éviter effectivement un agglutinement des collaborateurs dans les vestiaires. Pour les commandes des livreurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir aussi organiser vos commandes pour éviter un agglutinement des livreurs à l'entrée de vos établissements. Des mesures barrières entre le consommateur qui va venir prendre sa commande et la personne à la vente, avec effectivement peut-être un marquage au sol, si c'est possible. Voilà, donc tout ça, il va falloir l'organiser et c'est vrai que ça ne va pas être simple. Vous avez la possibilité aussi peut-être de mettre en place des petites affichettes pour rappeler de façon mémotechnique les messages auprès de vos collaborateurs. Étape 4. Alors, c'est le contrôle. Alors ça sera le rôle du manager. C'est effectivement de s'assurer que les mesures sont efficaces, sont appliquées. Un point important, effectivement, c'est ce que vous avez sur la slide, c'est de faire à la reprise un inventaire et le contrôle des DLC et des dates de durabilité maximale, les produits, notamment les produits secs, parce que vos produits ont pu rester en réserve pendant plusieurs semaines, donc il faut, avant la reprise, s'assurer que vous n'ayez pas de date dépassée. Un point également qui est important, c'est de s'assurer, si vous avez gardé des denrées dans vos enceintes frigorifiques, c'est de vérifier l'état de vos denrées pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de rupture de chaîne du froid pendant cette fermeture. C'est aussi un point important. Validation des tâches de nettoyage à travers effectivement des enregistrements, soit sur un document d'autocontrôle ou sur un support digital. Et je passerai la main après le relais à Jonathan pour qu'il vous parlera effectivement de la solution TrackFood qui permet justement de valider ces éléments-là. Et puis, possibilité aussi de faire un audit de contrôle, soit avant la réouverture de 3 jours pour s'assurer que voilà, tout est correct avant l'ouverture, soit quelques jours après la réouverture, voilà, pour faire une évaluation très précise des mesures prises, avec possibilité, bien évidemment, de réaliser des prélèvements de surface et prélèvements alimentaires, donc des choses que chez Mérieux, nous proposons auprès de nos clients. Alors. Et enfin, la dernière étape, pour que cette réouverture soit réussie, si Franck peut passer à la dernière étape. Voilà, c'est la partie pilotage. Donc là aussi, c'est du rôle du manager, c'est de, bien évidemment, dans la démarche HACCP, c'est de mettre en place et de documenter des actions correctives par rapport à des écarts qui ont pu être observés, et notamment au niveau des équipes, vous sentez qu'il y a une mauvaise appropriation de ces nouvelles mesures par rapport aux mesures Covid, de bien rappeler les messages auprès de vos équipes, c'est primordial. Voilà un petit peu le partage de ce parcours que certains de nos clients chaînés ont commencé à mettre en place et pour l'instant avec succès. De façon générale, les équipes sont très volontaires, comprennent les mesures. Et voilà, c'est le vrai challenge pour pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. Je vous ai mis, pour finir, juste dans la dernière slide, support qu'on vous fera passer, quelques liens sur lesquels vous pourrez retrouver. Il y avait. Voilà. Quelques liens utiles que vous pouvez retrouver, qui peuvent répondre aussi à un certain nombre de vos questions. Vous avez le site du ministère du Travail qui a élaboré des fiches pratiques que je trouve très, très, très bien faites,
par rapport à certains métiers. Notamment, on va retrouver une fiche sur la restauration collective et la vente à emporter. Une fiche aussi pour l'hôtellerie, pour les femmes et valets de chambre, hein, pour ceux qui ont une activité d'hébergement. Un site qui est aussi plutôt scientifique, mais qui répond bien à la problématique Covid aussi, le site Alim Covid-19. Et puis un site solidaire qui s'appelle J'aime mon resto, auquel nous avons contribué, avec également Unilever, sur lequel il y a tout un espace justement prévention Covid-19 où on a pu travailler, collaborer à la réalisation d'une foire aux questions qui répond à un certain nombre de problématiques par rapport au Covid-19. Patrick, mille merci pour cette présentation très intéressante, exhaustive, extrêmement claire. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à tomber. Ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde, mais après l'intervention de Jonathan pour TrackFood. Vous pouvez d'ores et déjà préparer toutes vos questions et nos trois experts y répondront dans quelques instants. Je laisse la parole à Jonathan Selam pour TrackFood. Merci Franck. Bonjour à toutes et à tous. Jonathan Selam, cofondateur de l'application TrackFood. Écoutez, d'abord, un grand merci à Adrien et Patrick pour toutes ces informations qui, je le pense, ont été très intéressantes et surtout, on a enfin du contenu et on a un certain nombre d'informations qui vont, j'espère, vous aider. Pour vous parler un petit peu de nous, donc nous, on existe maintenant depuis un peu plus de 5 ans. On permet, grâce à une application qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir télécharger sur les stores, à la fois Android et iOS Apple, on va permettre de vous aider en fait à dématérialiser les autocontrôles. Donc, on va permettre tout simplement de vous faire du temps, de sécuriser votre établissement et que ça soit pour avoir de l'information en interne ou en externe, de pouvoir retrouver facilement vos autocontrôles. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas forcément l'intégralité des fonctionnalités TrackFood. C'est simplement de vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir vous aider à la reprise, à la réouverture, comme l'a dit Patrick, via notre application et via les nouvelles mesures et solutions qu'on peut vous apporter très rapidement et à moindre coût, comme vous allez pouvoir le voir. Si on peut passer les slides. Merci Franck. Et voilà. Voilà, simplement un rappel des obligations, même si une grande majorité d'entre vous les connaissent, c'est important de le redire. À minima et toute l'année, les professionnels doivent faire à minima une traçabilité. Donc, on parle de conservation des étiquettes des matières premières et ça va au minimum 6 mois pour un indépendant et ça peut aller jusqu'à 5 ans en collectivité. Ce qu'on a fait pendant des années, moi-même je suis ancien restaurateur, c'était de découper ces étiquettes ou de les stocker dans des enveloppes ou sur des classeurs. On parle forcément d'étiquettes sales et l'idée c'était tout simplement de pouvoir les dématérialiser, pouvoir les prendre en photo et les retrouver facilement. Donc là aussi, on va pouvoir aider sur cet autocontrôle. On demande aussi à tous les professionnels de la restauration de faire un relevé de température quotidien des enceintes et des équipements donc frigorifiques. L'idée, c'est tout simplement depuis l'application de pouvoir faire ces relevés, éviter de les faire sur ces feuilles qu'on scotché pendant des années sur nos chambres froides. Je vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais on a aussi bien sûr chez TrackFood des possibilités en plus de l'application d'avoir du matériel connecté, donc des capteurs de température qui permettront, si on le souhaite, d'automatiser les relevés et surtout de pouvoir créer des alertes par email et par SMS et donc d'éviter la perte de marchandises. Ça reste en option et c'est quelque chose qui rend beaucoup de services et qui évite forcément d'abord de gagner du temps et puis la perte de marchandises. On peut aussi, et ça c'est obligatoire, gérer les contrôles à réception. En général, on vous demande à minima la date, la catégorie, la température de réception et la non-conformité. Et puis, encore un dernier autocontrôle de base qui va être le plan de nettoyage, faire au quotidien, de pouvoir indiquer quelles sont les zones, les postes
et selon la fréquence. Une dernière petite information que vous connaissez peut-être ou pas encore. Depuis mars 2017, le gouvernement a mis en place un site internet et une application qui s'appelle Alim Confiance, qui permet aujourd'hui, pour les consommateurs particuliers que l'on est aussi, de pouvoir très rapidement connaître la note d'un établissement via un fameux smiley. Vous avez 4 smileys, ça va de à corriger de manière urgente jusqu'à très satisfaisant. J'en parle parce que, mine de rien, on va être de plus en plus vers la transparence. Particulier consommateur, on va, avant de mettre les pieds dans un établissement, on va être de plus en plus méfiant. Hein, c'est un peu le titre. Pour rappel, il sera important de pouvoir mettre un certain nombre de mesures et montrer patte blanche aux clients. Alors, on va peut-être passer un petit peu le slide, Franck. Et voilà. Voilà, je parle des fonctionnalités de base qu'on a vues, qui sont les relevés de température, la traçabilité, le plan de nettoyage, et on a aussi une possibilité via TrackFood, donc de gérer un autocontrôle qui est de pouvoir automatiser, c'est-à-dire de pouvoir indiquer la DLC secondaire des produits ouverts et des préparations. Donc là aussi, on peut amener une fonctionnalité et en option une étiqueteuse pour aider sur ce besoin. Voilà, alors je ne vous l'ai pas dit, mais forcément, TrackFood s'adresse à tous les professionnels de la restauration, que ce soit les métiers de bouche, boucher, charcutier, boulanger, traiteur, pâtissier, aux indépendants, aux chaînés forcément, aux hôteliers, à la distribution, parce que là aussi, hein, ils vont devoir gérer leurs autocontrôles dans les rayons, et puis bien entendu à la collectivité. Donc, on a aujourd'hui un rôle à jouer, forcément, et on va pouvoir, encore une fois, via notre application, vous aider à gérer ces autocontrôles. Ce que je vous réserve, c'est un petit bonus qu'on a malheureusement suite à cette crise, mais qu'on a pu très rapidement développer. C'était dans les tuyaux. C'était tout simplement la fonctionnalité checklist. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as le slide. Franck. En fait, on s'est dit comment vous aider suite à la crise du Covid-19 avec une fonctionnalité qui permettrait de façon très simple, en fait, de pouvoir intégrer un petit peu toutes les mesures qui sont demandées et puis qu'Adrien et Patrick vous ont présentées aujourd'hui. Et donc, tout simplement, sur une fonctionnalité qui s'appelle Checklist, on a créé des listes qui sont liées suite aux mesures du Covid-19. Très simplement, en fait, on va pouvoir créer le nom de la checklist comme on le souhaite. Et à l'intérieur, si tu cliques sur le prochain slide, Franck, merci, on va pouvoir intégrer les points de contrôle. Et le but, ça va être de pouvoir valider par vos équipes, vos utilisateurs ou vous-même, de pouvoir indiquer si ce point de contrôle a pu être effectué ou non effectué. Et derrière, surtout, si on le souhaite, pouvoir intégrer un commentaire et une photo. C'est quelque chose qui nous est énormément demandé depuis quelques semaines par les chaînes. Le but chez TrackFood, ça va être que tous nos clients vont pouvoir en bénéficier pour la simple et bonne raison, c'est que on met à disposition l'ensemble de nos fonctionnalités. Et même quand il y a un besoin spécifique pour un client grand compte, à partir du moment où il est développé, ben, tout le monde peut en bénéficier. Donc j'insiste sur ce point, sur ces checklists qui vont permettre d'aider à la réouverture, à la reprise, avec une vérification et une validation de ces points de mesure et points de contrôle qu'ont pu évoquer Patrick et Adrien. Simplement, encore une information, l'idée c'est de pouvoir sur TrackFood moduler et paramétrer comme on le souhaite les informations, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est à minima de vous plugger dans l'application ces listes pour que dès la reprise, vous puissiez être aidé à travailler et à utiliser cette fonctionnalité. Alors, j'ai un dernier slide et puis après, on va vous libérer pour pas dépasser. Puis
puis on pourra répondre peut-être aux questions. Juste sur le slide suivant. après. Merci. Alors voilà, la bonne nouvelle, oui, on peut en parler, puis on reviendra sur celui d'après. La bonne nouvelle, c'est que on a tout au long de l'année, on vous donne la possibilité de télécharger, encore une fois, je le redis, sur les stores, l'application TrackFood. Vous avez une possibilité de bénéficier de 30 jours d'essai gratuit avec accès à l'ensemble des fonctionnalités. Le but, bien sûr, en ce moment, c'est de vous plugger, on l'a dit, la checklist et on fera en sorte de vous donner un accès gratuit à minima pendant 2 mois pour aider à la reprise et que vous puissiez déjà goûter et être aidé via notre Tu veux que je application. revienne à la slide précédente? Voilà. Un petit peu le tour. Ouais. Non, tu sais, c'est le slide L'aide à sur l'aide à la la- reprise. Une Peut-être le seconde. dernier. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, juste le temps que le slide arrive. Ce qu'on a décidé aussi de faire, c'est un livre blanc Covid-19 sur lequel on a travaillé en collaboration avec Mairie Unifiance, qui est notre actionnaire principal chez TrackFood, à savoir de pouvoir vous donner un certain nombre d'informations de façon très simple pour vous et pour vos équipes d'aide à Et la je l'ai. reprise. Voilà. Donc voilà, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a pu mettre en place. On en a parlé. Donc une offre d'essai gratuite de 30 jours qu'on va étendre certainement à 2 mois. Un accès sur cette nouvelle fonctionnalité checklist sur laquelle on pourra plugger les listes sur les points de mesure Covid-19 qu'on a vus ensemble. Et puis des webinaires et puis une mise à disposition du livre blanc. Voilà, merci Jonathan. Présentation très intéressante de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, vous l'avez tous noté, la possibilité pour vous tous de télécharger l'application et de bénéficier effectivement de 2 mois de gratuité et surtout un accès à cette fonction qui est cette fonction très intéressante et d'actualité, de la checklist en vue de la réouverture de vos établissements. Alors, ça fait à peu près 1 heure que nous sommes ensemble. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on commence à répondre aux différentes questions. J'avais une première question. Alors, attendez une toute petite seconde. Voilà. Oui, alors là, c'est plutôt pour Patrick et Adrien. Donc, Caroline Sassaigne, la bossue dans le 18e arrondissement. Pour le nettoyage des légumes, j'imagine que le vinaigre ne va plus être autorisé. Il faudra donc forcément passer à la javel. Point d'interrogation. Patrick me corrigera si je me trompe, mais non, rien n'annonce cela, pas du tout. Pas du tout. Très clairement, pour l'instant, pour tout ce qui est guide des bonnes pratiques hygiène, rien n'est pour l'instant corrigé sur les protocoles hygiène déjà en place avant la crise. Je vais parler un peu plus fort peut-être si ça ne s'entend pas. Mais non, non, rien n'est annoncé dans ce sens-là. Donc, à attendre les nouvelles mesures s'il y en a, à attendre les consignes de la DDPP, à attendre aussi les consignes. Mais rien n'annonce que nettoyage vinaigre ne soit pas autorisé. Par contre, il sera beaucoup moins laxiste au niveau des contrôles. Il faudra bien tenir les temps, parce qu'un bain vinaigré, normalement, c'est au moins 15 minutes de trempage des légumes, et aussi les quantités, c'est-à-dire 1 litre de vinaigre pour 5 litres d'eau à minima. Très bien. Alors, Virginie Chartier, savez-vous si les syndicats, le gouvernement ou même la DGCCRF mettront à disposition des guides de mesures sanitaires officielles, car tout le monde ne peut pas faire appel à des cabinets pour accompagner la réouverture? Merci. Alors, Oui, en effet. Alors, pas la DGCCRF, mais le gouvernement par la DDPP, Direction départementale de la protection des personnes. C'est elle qui va être en charge par département de mettre en place, alors peut-être pas des guides, mais en tout cas, je sais pour celle de Paris, en tout cas, qui travaille actuellement sur des fiches pratiques et sur des formats pour chaque typologie de commerce. À quel point ce sera dans le concret et pas simplement un rappel pratique des textes de loi, je vous laisse en juger avec les fiches qu'il y a déjà sur leur site au niveau des lois actuelles. Et au-delà de ça, bien sûr, guide des bonnes pratiques hygiène déjà, qui est en ligne facilement trouvable, qui est un bon moyen de reprendre les bases.
et suivre ensuite les consignes sanitaires. Mais des guides seront prévus par la DDPP dans les semaines à venir. Très bien. Damien Fontès, Lyon encore. Que pensez-vous des labels dits sécuritaires qui sont en train de fleurir en hôtellerie de chaîne? Accor Brit, sont-ils fiables? Alors, j'avoue ne pas effectivement être très au fait de ces labels, mais par définition, un label répond à un cahier des charges. S'il s'agit d'une charte d'entreprise à proprement parler, je pense que ça engage l'enseigne qui l'a édité, mais pas plus que ça. Hein. Effectivement, pour l'ensemble de ces pour l'ensemble des conditions ou des obligations sanitaires liées à la reprise des exploitations, il va falloir bien évidemment en premier lieu se référer aux textes réglementaires qui vont de toute façon pas manquer de tomber dans les jours et les semaines qui viennent. Marc Weber, alors quelles sont les mesures à mettre en place pour le stockage des denrées en chambre froide positives et négatives? Faut-il décontaminer ces denrées? Deuxième question, quels sont vos conseils concernant la tenue du personnel, remplacement des masques, des tenues, etc., etc. Adrien, peut-être? Oui, pour ce qui est des denrées en chambre froide, pareil, on va rester sur des protocoles très simples et on va bien distinguer ce qui est emballé et ce qui est en produit brut. Et le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est donc de décontaminer avant l'entrée en zone de stockage, c'est-à-dire entre le moment de décartonnage livraison sur ce qui peut être décartonné et l'entrée en chambre froide. Elle n'est pas à sur-décontaminer, faite sur l'essentiel et sur ce qui est le plus brut possible. Concernant la tenue de travail, au remplacement des masques et des tenues, les tenues, oui, si elles ne sont pas propres ou si elles ne sont pas dans un état d'usage correct avant la réouverture, pensez à les réaménager et à les remettre à niveau. Et pensez aussi à, souvent ce qui est oublié dans la tenue, c'est qu'il y a aussi les chaussures. Donc à définir si tout le monde a bien des chaussures de cuisine. Sinon, sur chaussures, voilà, différentes modalités imaginées. Et sur les remplacements du masque, là-dessus, rien n'est défini. Patrick m'arrêtera si je dis des bêtises. Il y a dans des éléments de biblio des préconisations, notamment pour les masques chirurgicaux qui ont tendance quand même à s'humidifier assez rapidement. Et sur notamment, il y a un guide qui a été rédigé par l'industrie du porc, par l'IFIP, qui préconise un changement des masques chirurgicaux tous les 3 à 4 heures. Ok. D'accord, c'est ce qui va effectivement justifier des commandes et une production encore plus importante. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, on va vers une difficulté majeure. Sophie Journeau, en cuisine, si les cuisiniers ne peuvent pas respecter la distance barrière d'1 mètre, ils porteront un masque. À quelle fréquence devront-ils le changer? Donc là, on revient un peu à… Tout à fait. Donc 4 heures. Voilà, donc pour les masques chirurgicaux, mais pour les masques standards, la récurrence est plus courte. Patrick, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est pas l'un ou l'autre en fait. Si les gestes peuvent être mis en place et la distance d'un mètre, ça n'empêche pas qu'il faut aussi adopter le masque. Oui, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Ouais. D'accord. Deuxième question de Sophie Journeau. En salle, le fait d'opter pour une séparation avec plexiglas entre chaque table pourra-t-il dispenser d'espacer chaque table d'1 mètre? C'est compliqué. On a vu ça en Chine, effectivement. Ouais, voilà. J'avoue que ça manque un peu de convivialité. Hein. On se croirait au parloir. Pas trop envie. Hein. Ouais. Bon, après, chacun. Tout à l'heure, à savoir que quelles que soient les mesures, additionnelles, la distance, la distanciation d'1 mètre, d'1 mètre 50, de 2 mètres, de toute façon, devra être respectée, quel que soit le dispositif que vous allez mettre, que vous allez ajouter. Hein. Sabine Durand, avez-vous une idée du surcoût lié à ces protocoles sanitaires? Il est conséquent, il faut dire ce qui est. Hein. Ce n'est pas que à la marge parce qu'on a une surconsommation par rapport à la ménager, des consommables et l'ensemble de ces points-là. Et à côté de ça, on a aussi une petite inflation quand même de ces produits. J'ai pas mal de fournisseurs. Alors là, l'inflation va sûrement se résorber avec la réouverture et la maîtrise de la production.
les quelques retours terrain que je peux vous donner, c'est que sur des coûts hors food de consommables hygiène et de produits ménagers, on était sur des établissements en moyenne à peu près à 2-3% du chiffre d'affaires. Là, on peut monter sur certains jusqu'à 5-6, donc doubler le coût. Maintenant, vraiment prendre en compte cette notion d'inflation et de difficulté d'approvisionnement, je pense qu'on va être plus sur un coût qui va en effet être à la hausse, mais pas de là à doubler. Et si on arrive à canaliser ça à 2-3%, allez, 4% de chiffre d'affaires en hygiène complète, je pense vraiment à tout ce qui va dans le consommable et dans le produit ménager, ça reste sur des formats tenables. D'accord, très bien. Julie Socotina, les masques en tissu sont-ils envisageables en cuisine? Le changement n'est donc pas toutes les 3-4 heures. Est-ce qu'on peut utiliser ces masques en tissu en cuisine? Et dans l'affirmative, est-ce que effectivement le délai de 3-4 heures, n'est pas, on pourrait les conserver plus longtemps que le 3-4 heures. Est-ce qu'il y a une règle, Patrick, Adrien, sur le tissu? Sur le port du masque en tissu, c'est quelque chose qui est envisagé, hein, puisqu'on sait qu'il y a une tension sur le sourcing des masques chirurgicaux. Donc, est-ce que tout le monde aura des masques chirurgicaux au moment du déconfinement? Rien n'est moins sûr. Donc, il faut effectivement pouvoir prévoir des alternatives. Après, quant au changement, j'ai pas d'éléments de biblio aujourd'hui pour dire est-ce qu'il faut les changer tous les 3 ou 4 heures ou un peu plus. Ouais. Pour faire une petite réaction un peu plus généraliste sur la question, et je pense que c'est très important, c'est que sur l'hygiène, il ne faut pas oublier que sur les textes et sur l'ensemble, on était jusque-là sur une obligation de résultat. Et que ce qui comptait, c'était le résultat. Oui. Là, ce qu'on voit dans les questions et ce qu'on voit dans les problématiques qui sont traitées même par les services gouvernementaux, c'est qu'on revient sur des obligations de moyens. Et donc là, il y a une vraie transition à faire, même légale, sur ce qui peut être mis en place par rapport à la norme et à la directive européenne, par exemple, pour le cas d'hygiène. Donc, il y a un peu des conflits là-dedans qui doivent être résorbés. Et donc, pour l'instant, donner des choses très concrètes de manière obligatoire sur le moyen, c'est encore compliqué. Oui, c'est délicat, d'autant plus que selon les budgets de chacun, comme on l'a évoqué juste avant. Il y a à la fois une contrainte financière et à la fois un changement de paradigme légal, c'est-à-dire qu'on passe d'une obligation de résultat à une obligation de moyens. Et effectivement, ce qu'on va demander aux restaurateurs, c'est de faire tous leurs meilleurs efforts. Et donc, on va voir essaimer beaucoup de nouvelles pratiques. Et à partir de là, effectivement, va émerger des bonnes pratiques. Voilà, on va retenir ce que seront les bonnes pratiques efficientes. Erwan Morvan, client Trackfood, je ne vois pas la checklist sur l'application. Cela arrivera-t-il par mise à jour automatique? Oui, j'étais en train de répondre. Donc, effectivement, Erwan, il suffit en fait de faire la mise à jour et ensuite d'activer depuis le back-office dans les paramètres la fonctionnalité checklist. Donc, vous y avez tous le droit. On n'a pas encore plugué les checklists Covid-19 que vous avez vues sur l'écran. Ça sera fait d'ici la fin de semaine. Mais effectivement, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, il suffit de faire la mise à jour et de cocher la fonctionnalité checklist dans le back-office. Donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Voilà. Tout à fait. Importante. Je recheck les questions pour voir si je n'ai oublié personne. Voilà. Ah, si, j'avais la toute première. Nathan Sanchez. Alors là, comment allez-vous faire pour appliquer tout cela? Là, je ne vois plus, je ne sais pas à qui exactement était destinée cette question. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, si vous pouvez préciser. Moi, j'ai vu que c'est une question qui était envoyée au début. Hein. Peut-être qu'entre-temps, on a un petit peu répondu. Peut-être que Patrick ou Adrien, vous voulez répondre. Je peux répondre si je comprends le sens de la question.
comment allez-vous faire pour appliquer cela? C'est de la responsabilité de l'exploitant et du manager. C'est pas à nous, en tant qu'experts en hygiène, de faire appliquer ça. C'est vous qui allez devoir, comme je l'ai dit dans ma présentation, rassurer vos salariés, rassurer vos consommateurs. Donc, c'est de votre responsabilité. Et c'est voilà, c'est la clé, c'est la réussite de la reprise de votre activité. Si vous ne respectez pas à minima ce que l'on vient de dire, malheureusement, voilà, ça peut je confirme. Et par rapport à la fréquentation de votre établissement et aussi par rapport à vos collaborateurs. Tout à fait. Sur un message un peu positif. La responsabilité, qu'elle soit civile, pénale, administrative, elle pèse sur le dirigeant social, sur le gérant, gérant de la SRL ou le président de la SAS. Et bien évidemment, ce sont des mesures qui sont destinées à la fois aux collaborateurs et à la fois, bien évidemment, aux clients. Et donc, il faut, c'est une responsabilité du dirigeant social. Dernière question, Sophie Journeau. Si nos serveurs portent des visières type intégrale, cela les dispensera-t-il de porter des masques? Si Patrick ou Adrien veut répondre. Même réponse, hein, obligation de résultat, pas de moyens. Donc oui, si ça fait le job aussi bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Effectivement. Encore une dernière question qui vient de tomber. Alors, Laetitia Tiberghian. Alors, quelle obligation pour la partie paiement, comptoir d'encaissement dans un petit espace, par exemple? Alors, comment organiser effectivement, ce moment particulier qui est celui du paiement des encaissements? Je vais répondre sans répondre, dans le sens où, pour reprendre un peu sur ce qu'on disait juste avant, aucun local et aucune situation économique d'établissement ne peut être bloqué par un parcours sanitaire. C'est vraiment des adaptations qui sont simples à faire. Alors, les réponses ne sont pas toujours simples à mener, mais il y a toujours une réponse qui est possible. Si des problèmes peuvent se poser au niveau de des nouveaux modes de consommation et des nouveaux modes de réouverture, le parcours sanitaire, c'est juste une application et il faut juste trouver les réponses. Sur un format d'encaissement, par exemple, peut-être que ce comptoir n'a plus vocation d'exister. Il faut être un peu radical aussi dans la remise en cause de l'espace et de l'organisation de son établissement. Ça peut très bien être aussi un encaissement déporté. Ça peut être, alors je prends un exemple très concret, un serveur qui va être avec une maîtrise d'un fonds de caisse personnel qui va être remis plus tard. Ça peut être aussi un TPE portatif qui va être un peu disposé à un autre endroit. Il faut vraiment repenser l'espace dans son ensemble et pas se dire comment est-ce que sur une petite zone, je la mets en application. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour des questions qui étaient posées à la fois sur le chat et à la fois dans l'espace questions. Je voudrais tout d'abord vous remercier à tous d'avoir assisté nombreux à ce webinaire. Je voulais ensuite remercier nos trois intervenants, nos trois experts, Adrien pour Sauf Adrien, Jonathan Selim pour Track Food, Patrick Dieu pour Mérieux NutriScience. Quant à nous, on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour un nouveau webinaire qui, lui, sera consacré cette fois-ci au financement des nouvelles opérations avec autour de la table le pôle restauration de la BNP Paribas, un courtier, en l'occurrence Crédit Pro, et toutes les informations sur le site urgencejuridique.com. Je vous remercie. Je vous confirme que nous allons mettre à disposition toutes les slides et que nous allons mettre ce webinaire en replay à la fois sur la plateforme Livestorm, mais à la fois sur le site urgencejuridique.com. Merci à vous tous, à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à toi, Franck. Merci. Et merci Adrien et Patrick. Salut, à très bientôt. À très bientôt.